Grâce, Dari Boudboul. Ah oui. Bonjour. Bonjour Popoun. Zouzoun, pas fou. Excusez-moi, Zouzoun. Et puis vos groupies, cher Dari, ceux qui vous regardent d'un air généralement attendri, parce qu'une comme ça, ils n'en ont jamais vu. Enfin, une fois qu'on vous a repéré, on ne vous lâche plus. Pierre Bellemare, président de votre club. Le secrétaire général, et il a en ce moment de nombreuses demandes d'adhésion à satisfaire. Christian Morin. Et puis un groupie parmi beaucoup d'autres que l'oisiveté a ramené vers vous, parce qu'il n'y a pas d'autres explications. Jacques Balutin. C'est vrai que c'est le petit modèle, hein. C'est un Tanagra simple. On a connu des Tanagra doubles, mais là c'est un Tanagra simple. Oui, j'aime bien les petits Tanagra, moi. Oui. En voyage, c'est pas emmerdant. Là, hein, les trois. Vous avez jamais de surtaxe en avion? Il n'y a pas d'excédent de bagages, même sur le plan culturel. Hein. Non, bah non. Ça m'aurait étonné que vous rajoutiez pas ça. À propos de gras double, c'est ce type qui va chez le charcutier. On va dire qu'il est belge pour l'accent, ça sera sympathique. Et il dit, bonjour, je voudrais du saucisson, si vous pouviez le couper en tranches, s'il vous plaît, ça m'arrangerait. Alors le charcutier commence à prendre le saucisson, il coupe sans arrêt, il dit, vous m'arrêtez hein, quand vous donnez... Il dit, stop, ce sera celle-là. Là, j'aime bien. Là, c'est bien. Elle est belle. Vous ne l'aviez jamais entendu? Ah, jamais. Ah, football, oui. écoutez, alors ça se fait. Vous savez qu'une blague inédite, ça s'applaudit encore plus fort. Ah oui. Et en plus, surtout une Belge. En plus, commençant avec le saucisson, j'ai redouté le pire. Impeccable. Rien. Formidable. Juste une odeur d'ail pour parfumer. Justement, la famille me demande d'aller dans ce sens-là de plus en plus et j'essaie bien sûr de... Mais moi, je vous donne une certaine liberté, hein. De Liège, qui a dit: le névrosé construit des châteaux en Espagne, le psychopathe y habite et le psychiatre touche les loyers. Je savais. Woody Allen. Non. Ah, ça m'énerve, je le savais. Pour une fois que j'aurais pas eu Attends, qui ça peut être? Django Reinhardt? Duke Ellington? Parce que elle dit je le savais, alors ça peut être qui? Dieu, pas de chance, Philippe, je le savais, je l'ai mangé. Bon, il est français, cet homme? Il était français. Il était français, il est mort. Il est mort, il l'est toujours. Bon. Très français, même, dirais-je. Très français. Général de Gaulle? Non. Très français. Jeanne d'Arc? Non, contemporain. Il est mort il y a une dizaine d'années. Il avait eu le temps de venir aux grosses têtes 2-3 fois. C'est un homme de beaucoup d'esprit. Et il a prêté à de nombreux acteurs un esprit qu'ils ne lui ont jamais rendu. Audiard, peut-être, non? C'est Michel Audiard. Bonne réponse de Christian Morin. C'était ça que vous vouliez dire, non? Non. Ah bah non, mais on n'aurait pas compris pourquoi. Il est venu, Michel Audiard. Il est venu Audiard au Grosses Têtes. J'ai jamais eu la chance d'être avec lui, moi. Dommage. Il était formidable comme personnage. Il parlait, il avait une façon. Nasillard, mais avec une gouaille parisienne. Et puis bon, il était quasiment voisin, puisque lorsqu'il travaillait, il était toujours à l'hôtel de la Trémouille, donc c'était. C'est vrai qu'il faisait ses films, il les écrivait là. À l'hôtel. Il voulait réhabiliter Al Capone. Il dit, comprends, comment veux-tu qu'on envoie un mec comme ça, même s'il a fait des conneries? Moi, je vais te dire, grâce à lui, il faut pas oublier quand même qu'il y a eu des bordels, et grâce à lui, il y a eu des musiciens de jazz qui ont pu travailler, ça a été des monstres. Alors ce mec-là, il a pas fait que du mal, il disait. Il imite bien, hein? Oui, il imite bien. Mais c'est vrai d'ailleurs que vous avez roulé avec lui, Jacques? Non. C'est vrai que la prohibition a considérablement développé le jazz. Exactement. Il adorait le vélo et il lui en tenait pas rigueur parce qu'au départ, il travaillait avec le vélo. Oui, il livrait les journaux. Il livrait les journaux sur un vélo. Non, il faisait des balades parce qu'il habitait Dourdan, donc il faisait des balades avec Jean, avec Carmet, avec comment il s'appelle, qui a son restaurant Pousse. Dédé Pousse. Alors, mais il faisait des balades en père peinard, quoi. Il s'amusait, mais pour en parler. Ce qui était drôle, c'était d'en parler. Deuxième citation que nous soumet M. Lattré, qui disait à la fin de sa vie: le cœur ne vieillit pas, mais il est pénible de devoir loger un dieu dans des ruines. Hugo.
faut dire que non, sur la fin, c'était pas un beau vieillard comme Hugo, il était plutôt décharné, mais bon, l'esprit était vivace. Voltaire. Bonne réponse de Jacques Balutin et Christian Morin. Vous arrivez dans un fauteuil, tous les deux. Remarquablement interprété à la télévision par Pierre Assou. Sim aussi un peu le faciès de Voltaire. Ah, si on lui mettait la perruque, oui. Vous connaissez pas Voltaire, ça vous dit rien, Madame Boutboul? La place Voltaire. Qu'est-ce que vous connaissez de Voltaire? Dites-nous un peu. Je suis tombé par terre. C'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau. C'est la faute à Rousseau. Alors, qu'est-ce que vous connaissez de Voltaire? On va passer un bon moment culturel, là. Je sens. Candide? Ah, bien. Tiens donc. Comment s'appelle le héros de Candide? Zadig, je connais aussi. Là, c'est une pièce de théâtre, ça. Et alors? Oui, l'autre, c'est un conte philosophique. Et alors, mais pas précisé. Non, c'est vrai. C'est un film aussi. Et en tant que femme jockey, elle pourrait parler de la femme de Voltaire, Madame Volterra. J'ai joué, dis donc. Ma première pièce, c'était chez elle. Ah bon? Chez Madame Volterra. Elle avait un beau théâtre. Oui, Marigny. Et mon premier film, la première fois que j'allais sur un plateau de tournage, j'étais sur Candide. Je faisais l'ordonnance de Michel Simon. Ce qui nous ramène à Voltaire. C'était fabuleux. Non, mais c'est bien, vous avez sauvé l'honneur et je retire toutes les méchancetés que j'ai pu dire. Je suis sûre qu'il y en a un autre que je peux vous sortir. Attendez. Peut-être là je m'enhardis un peu trop. Revenons à de plus justes proportions, c'était bien ça. C'est bien, faut pas forcer son talent. Question de Monsieur Ruget de Courbevoie. Qui a introduit à la cour le terme de majesté? À la cour de quoi? À la cour du roi. À la cour du roi de France. Majesté? Pourquoi il s'appelait pas Majesté avant? Non, on disait sire seulement, et là, on a dit votre majesté. C'est Loulou XIV qui a eu cette bonne idée. C'est avant. Cher Pierre Bellemare, c'est de vous que devrait venir la lumière en principe. Et là, c'était encore un message codé. Bon, alors, c'est avant Louis XIV, bien avant? Oui. Est-ce que c'était devenu un titre de propriété intime? Quelqu'un qui, une femme qui... Non, votre majesté. Oui, mais majesté. Majesté, non. Attends, avant Louis XIV. C'est très vieux, Charlemagne? Non. Henri IV? Non. Avant, après? Avant. Henri III. Et pourquoi? J'ai pas de chance, hein. Je suis quand même pas chanceuse. Et pourquoi? Parce qu'on dit Sa Majesté et que c'est du féminin. Voilà, c'est tout. Exactement. Eh bien, c'est une bonne réponse de Jacques Balutin et de Pierre Bellemare. Et c'est pour ça que j'attendais de lui la lumière. Parce que, Henri III, qui après un chagrin d'amour hétérosexuel était devenu un peu homo, on peut le dire. Légèrement. Mais il devait l'être déjà avant, parce que ça, bien sûr que oui. Pas forcément. Mais bien sûr que pas si. forcément. C'était un homosexuel refoulé. Je crois qu'on exagère beaucoup là-dessus. Mais enfin, peu importe. Et alors, il s'amusait beaucoup. Relatent les historiens. Tous les courtisans, qui étaient aussi des mignons, se sont décernés des titres au féminin. Altesse, Excellence, et ils parlaient d'eux au féminin, et c'était une grande source de plaisir. Ça permettait, en effet, de pouvoir parler de ça au féminin sans troubler l'Église. Question de Madame Trudeau. Quel nom a-t-on donné au régime politique que la France a connu de 1830 à 1848? La République de Juillet? Oui. La quoi? La monarchie de Juillet. La monarchie de Juillet. Excusez-moi, la monarchie de Juillet. La monarchie de Juillet. Bonne réponse de Pierre Bellemare. À Louis XIV avec cette question de Madame Maury de Toulouse. Quel couvert de table Louis XIV utilisait-il? La louche. Une fourchette. La louche. Il l'envoyait souvent, oui. Alors, non. Quel couvert de table utilisait-il? Un couteau. Pour faire quoi? Pour manger. Couvert de table, il mangeait avec ses doigts, sans doute. Et oui, il avait quand même un couteau, et ses doigts. Et ses doigts. La fourchette est venue un petit peu plus tard. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Oh non, la fourchette était là déjà. C'était déjà. Enfin, il ne s'en servait pas. Non, mais la fourchette était amenée à table. Chacun avait sa fourchette. Il y avait une fourchette. À deux pics, hein? Oui, d'accord, mais on avait la sienne. Je veux dire par là que la maîtresse de maison ne préparait pas la table avec des fourchettes. Chacun amenait sa fourchette, qui était une œuvre d'art dans une boîte, dans un étui, etc. Enfin, c'était vraiment son couteau. Un objet rare. Non, pas forcément, le couteau. Pas forcément. À la maison, c'est pareil, quand vous viendrez dîner. Oui, jamais dans la votre fourchette. Et vous les gardez en souvenir après, bien entendu. Non, vous les remportez, mais amenez à manger aussi, on ne sait jamais.
Mais finalement, ces repas qui étaient publics du roi ne devaient pas être très ragoûtants, parce qu'il mangeait avec ses doigts, il se goinfrait, dit-on. Oui. Il avait des problèmes avec son palais. Il mangeait froid. Comment ça, il car avait le des problèmes temps que les avec son plats... Pas avec son château, avec son palais. Oui, pourquoi Parce qu'il n'avait pas de palais. Enfin, pas toujours, hein, quand même. Oui, vers la fin de sa vie, oui. Il n'avait plus de palais. Il y avait un trou. Mais enfin, moi je trouve que c'est dans Si Versailles m'était compté, Sacha Guitry fait très très bien, enfin, cette scène, qui est jouée par lui, si je ne me trompe pas trop, en Louis XIV, bon, et où on voit les gens du peuple qui assistaient, puisque les gens étaient admis donc au dîner du roi. C'est vrai que c'est une scène tragique, enfin, elle n'est pas gaie du tout, la scène, elle est très sinistre. Il faisait tout en public, hein. Tout. Puisqu'il allait... Non, mais la pudeur est un réflexe relativement du 19e siècle. Hein. Avant, il n'y en a pas. Hein. Il mangeait, il se couchait. Bien sûr. Il allait à la garde-robe. Oui. Et il s'est fait opérer en public. On a eu une question. Bien sûr. Mais c'est normal, puisque le peuple lui appartient, mais il appartient au peuple. Attendez, c'est beaucoup plus embêtant quand même pour ceux qui regardent. Hein. C'était un spectacle très prisé d'aller voir le roi dans son intimité. Et le porte-coton du roi était un honneur. Il ne pouvait pas faire la quête après. Bien sûr. Mais d'ailleurs, l'expression « comment allez-vous » vient du fait de savoir comment vous êtes allé à la selle le matin. Exactement. Cela dit, c'est très très important ça, en fait. Oui. Ah oui. Oui. C'est vrai. Mais c'est vrai. Moi, je connais par exemple un très grand musicien qui était obsédé par cela. Par exemple, Stravinsky. Mozart. Oui, ne pouvait jouer en concert que s'il avait été totalement libéré de ce côté-là. Donc on attendait, pour commencer la soirée et l'exécution d'une œuvre quelconque, que le maître... C'est dommage que Montagnier soit pas là, il nous aurait fait les 3 coups. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est très important pour tout le monde. Hein. C'est une véritable obsession. Mais Louis Armstrong était comme ça également. Oui. Et laxatif, alors c'était... c'est normal, attends. Armstrong, si tu dois forcer en une trompette, tu vas pas. Oui, alors que la clarinette, c'est beaucoup plus léger, voyez-vous. Tu peines moins la clarinette que la... On peut faire le bruit à la Montagnier si vous voulez tous les 3. C'est dur, la trompette. Oui, la trompette qui appuie sur les deux, sur les deux lèvres. Ça me fait penser à cette histoire des 3 musiciens là qui sont au paradis. Il y a Bernstein, Toscanini et puis Karajan. Et il y a Toscanini qui dit, bon, mais messieurs, puisque nous sommes réunis maintenant jusqu'à la fin indéfiniment, je tiens à vous préciser les choses pour que ce soit bien clair. Je me considère comme le plus grand chef d'orchestre du monde. Il y a Bernstein qui dit, écoutez, bon d'accord, oui, j'ai beaucoup de respect pour vous, le plus grand chef d'orchestre du monde, oui, mais enfin, non. Il y aura des jeunes qui prendront la relève et qui apporteront d'autres choses. Dans l'immédiat, si vous le permettez, c'est moi qui suis le plus grand chef d'orchestre du monde. Et qui est-ce qui vous a dit ça, dit Toscanini. Et Bernstein lui dit, c'est Dieu. Et il y a Karajan qui ouvre un œil qui fait, moi, j'ai dit ça. C'est vrai que les grands chefs d'orchestre, c'est une espèce à part. Hein. Oui. Question de Monsieur Rapin. Qu'est-ce qu'une méharée en Tunisie? Une voiture. Méhari, on dit. Une méharée. C'est l'ensemble d'une caravane. C'est une caravane de chameaux, non? C'est les bébêtes? Non. Une promenade? L'ensemble de tentes. Eh oui, c'est la promenade à chameau. Exactement. Promenade sur un chameau, c'est une méharée. Bonne réponse de Jacques Balutin. Voilà. Ben voilà. Et ailleurs, non. Ce n'est qu'en Tunisie qu'on dit ça. Oui. Ah oui, non, mais je posais c'est pour ça qu'il y a une voiture qui s'appelle la Méhari, sûrement. Vous savez, cette voiture, ça existe plus, c'est en plastique. Vous avez une méharée? Méhari. Une méhari, vous en avez une? Non, mais ça existait. Ouais, parce que c'est une voiture dans laquelle on mettrait un chameau. En plastique. Vous savez qu'il y a des courses de chameaux. Un chameau, ça peut coûter une fortune. Ils valent beaucoup plus cher que les chevaux de course, les chameaux de course. Non, mais c'est vrai, là, vous me regardez comme si je disais une bêtise. C'est des courses d'autruche, généralement, je crois. Les propriétaires sont les mêmes que ceux qui ont des grandes écuries de course, et ils mettent plus d'argent dans l'achat de chameaux que dans l'achat de leurs chevaux de course. C'est monstrueux ce que ça peut coûter des chameaux. Pauvre bête, en plus, ça n'a pas du tout envie de courir, alors que les chevaux adorent galoper. Oui, mais... Le cheval aime bien. Ah bah oui, les chevaux, c'est naturel pour eux de faire la course. Oui. Puis je me permets de rappeler peut-être une histoire, vous connaissez une vieille histoire à propos de chameau, cet homme qui veut aller se promener dans le désert avec un chameau. Oui, ça, nous l'avons eu encore récemment. Et il dit à Cindy Crawford, si vous pouviez me tenir le chameau. Ah non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Ah, pardon, c'est pas celle-là. Non, je retire. Non, c'est un homme qui... je la connaissais pas d'ailleurs, oui. Cindy, elle me revient en tête un petit peu. Charmante jeune femme. Et il achète son chameau, et puis il dit, mais il faut quand même qu'il prenne des provisions d'eau, ce chameau, pour traverser le désert. Il veut le faire boire, il boit pas.
Il revient voir le propriétaire, il lui fait, il veut pas boire du tout. Ah, j'ai oublié d'expliquer comme ça. C'est facile. Quand le chameau, tu le fais écarte les pattes derrière, tout ça, tu prends 2 briques, tu les tapes sur le testicule et il fait... Et il boit d'un seul coup. Et il dit, mais ça doit faire mal. Ah non, mais tu mets pas les pouces à l'intérieur des 2 briques. Encore un inédit, mon cher Christian. C'est un classique admirable. Ah oui, Jacques la connaissait. Bien sûr. Il faut trouver des briques. Bon. Pauvre bête. Ben oui. J'aime pas du tout qu'on va s'ouvrir les animaux, moi. Non. Même pour les faire boire. De Madame Clément d'Amiens. Qu'est-ce qui, entre l'Angleterre et l'Écosse, mesure 117 km? Curiosité touristique. Oui, c'est un... lac? Le lac du Loch Ness. Non. Et qui ne remonte pas à hier. C'est pas de l'eau. Non. Ça mesure combien? 117 C'est km. une chaîne de montagne? Non. Non. Non, c'est... Une route? Non. Ben, entre l'Angleterre et l'Écosse, il peut pas, il y a de l'eau. C'est en Comment dur? ça, Un entre pont? l'Angleterre et l'Écosse? Non. C'est une rivière? Non. Bon, enfin. Non. Parce que c'est pas de l'eau, Pierre, donc ça ne peut pas être une rivière. Non, ça a servi, j'imagine, de frontière Un mur. sous les Romains. Très important, hein, les Romains, là. Une Oui. espèce d'aqueduc. Non. Ce n'est pas une route, c'est pas une voie. Non, mais c'est construit par l'homme. Des galeries? Un souterrain. Oui, un souterrain. Non. Ça se voit à l'œil nu? Ah bah oui. Ah bah 117 oui. bornes, attends. Bah non, c'est pas c'était une un muraille, c'est souterrain. pas une muraille. Si. Enfin, on dit pas la muraille, hein, on dit le bah, j'ai mur. dit un mur. Le mur, mais de quoi? De l'Atlantique. Le mur de l'Atlantique. Le mur de l'Atlantique, on dit. Ah, C'est un mur qui devait être cher à Marguerite Yourcenar. ah Le oui. mur d'Adrien. Le mur d'Adrien, d'Adrien. avec un H. Oh là là. Bonne réponse de David. Bravo. Bravo. C'est l'empereur sous lequel, Oui. à l'époque duquel on a construit Mais pourquoi le mur. Eh bien, je crois que nous avons eu une question aux grosses têtes là-dessus. C'était pour occuper des chômeurs. Enfin, c'était des travaux d'intérêt public et on a fait construire ça parce que bon. Il y avait déjà des chaumes-dus chez les Romains? Bah oui. On pourrait peut-être construire un mur que, Il y a je sais des- pas, il y a pour toujours eu séparer des- RTL d'Europe 1, par exemple. Il y a toujours eu des chômeurs. Regardez Adam, il n'avait pas de situation professionnelle. Cueillir des pommes. Il avait une monnaie, s'ils étaient à poil, ils n'avaient pas beaucoup de frais quand même. Oui. Il n'avait pas de télé, il n'avait pas de portable. À propos de vêtements, comme disait Coluche, moi je donne plus mes vêtements à l'abbé Pierre, il les porte jamais. Question de Monsieur Bouchard. Quels sont les animaux qu'il est interdit d'élever à moins de 15 mètres d'une habitation? Des cochons? Des Bah, cochons. tous les animaux. Non, C'est interdit en France? en France. À moins de 15 mètres d'une habitation. Oui, C'est pas beaucoup, 15 Les mètres. moutons. 15 mètres, c'est déjà une distance C'est de pas le cochon. sécurité. C'est pas le cochon. Non, rien ne vous empêche d'avoir un cochon, Un cochon chez à la vous. maison. Non, d'élever. Ah, pas D'élever. de faire de l'élevage. Pas d'avoir des bébés. Ouais. Mais parce que quand on est en zone urbaine, on n'a pas le droit d'avoir des bébés de toutes les espèces. Moi, je suis très très ennuyée parce que dans mon petit patelin, on est devenu zone urbaine à cause d'une personne. Et vous ne Il faut pouvez attendre pas avoir qu'il y en de ait une qui bébé, meure vous, maintenant. de... C'est triste à dire pour qu'on soit plus zone urbaine. Parce qu'ils ont jumelé 2 petits villages et du coup, on est devenu une zone urbaine. Alors et je vous- peux pas avoir de bébé cochon, par exemple. Si je voulais avoir un bébé cochon. Ouais. Vous n'avez pas le droit. Non. Tiens. Non, on est en zone urbaine. Ou alors on c'est peut des pas faire bébêtes ce qu'on veut. à fourrure, Non, à poil, à plumes, non, des pigeons, non. C'est un mammifère? des alligators. C'est un insecte? Le caïman. Oui. Ah, Les c'est un abeilles? insecte. C'est les abeilles. les abeilles. Et oui, pour des raisons de sécurité, Merci. il faut les maintenir à bonne distance des habitations. Bonne réponse de Peut-être le Christian caïman Morin. aussi. Aider quand même. Et de Pierre Bellemare, mais c'est vrai que ça peut être dangereux. Hein. Mais 15 mètres, c'est pas Non, beaucoup enfin- pour des abeilles, hein, en plus. Un essaim qui attaque... Non, mais un essaim qui se balade, je suis d'accord que là, ça peut être dangereux. Mais sinon, les ruches n'est absolument pas dangereux. Mon jardin est absolument rempli d'abeilles l'été, mais et jamais une seule abeille ne s'est posée sur moi. Et quand vous leur fichez la paix, elles vous fichent une paix royale. Mais toi, Vous pouvez t'es pas- déjeuner au milieu des abeilles, Oui. elles ne viennent absolument pas sur la Il faut table. quand même qu'elles aient quelque chose à Les manger, tu guêpes, vois. pas les abeilles. Oui, les guêpes, ça Les c'est... guêpes. Ah, ça c'est une saloperie. Mais, Ça, c'est une merde. Mais les abeilles, pas du tout. Et C'est si on le fait pas animal pour geste, les extrêmement- guêpes, c'est pas méchant non plus, faut pas leur faire Oh peur. non, hein. non, je rigole. À quoi? Les guêpes sont attirées par tout ce qu'on mange. Bah, Eh ben la guêpe, alors, elle dit, attends, les guêpes, c'est quelque chose. Et je me souviens, moi, il
y a une île en Grèce où pour bouffer, il fallait faire ça. Sans ça, tu pouvais pas approcher des tartines de ta bouche. Tu prends 2 tartines, tu leur en laisses une. Non. Non, elle n'a rien à secouer. Elle n'avait rien à foutre. Elles étaient sur les tartines. Pour l'approcher de ta bouche, il fallait souffler pour enlever les guêpes. C'était effrayant. Parce qu'elles ont faim. Faites attention quand vous allez à Euro Disney, car il y a énormément de dessins animés. Oui, absolument. L'abeille est un insecte, je dirais, domestique, c'est-à-dire qu'elle aime vivre pas loin de l'homme. Oui. Et elle ne craint pas l'homme et l'homme ne la craint pas. Ah oui, moi j'ai un ami qui fait du vélo avec moi en Provence qui a vécu toute sa vie, il a fait du miel toute sa vie. Et il vous parle des abeilles, c'est très très passionnant. Ils font des choses formidables. L'organisation, mais c'est fou. Fabuleuse. Il y a eu de jolis livres sur les abeilles. Ah bah oui. Comment il Quand s'appelait, elles rentrent dans leur chambre, c'est moyen. Hein. Des abeilles dans votre chambre. Non, mais c'est sûrement très sympathique. Elle préfère son mec, c'est évident. À cause du dard. Bah oui. C'est sûrement très sympathique, les abeilles, mais quand elles se posent sur vous, il faut quand même un gros self-control pour pas bouger. Hein. Vous appelez ça comme ça, un gros self-control. Une citation, mais c'est en plus, en prime, mais je crois qu'elle en vaut la peine. C'est Madame Masson de Marsanais qui m'a demandé de vous la poser. Qui formulait cette question ? Comment savez-vous si la Terre n'est pas l'enfer d'une autre planète ? C'est joli, ça. C'est formidable. C'est beau. C'est vrai, en plus. Ça laisse beaucoup d'espoir. Alors cet homme avait... Un homme de religion, non ? Non, c'était à la fois un scientifique, un métaphysicien et, comme on ne disait pas encore à l'époque, un futurologue. Il était anglais et il a vécu... Newton. Darwin. Non, il a vécu dans la première partie du XXe siècle. Ah bon ? Comment savez-vous si la Terre n'est pas l'enfer d'une autre planète ? Ça expliquerait beaucoup de choses d'ailleurs. Oui, ça serait sympa. Alors, c'est ça l'enfer, c'est pas mal. Anglais. Anglais, pourquoi on le connaîtrait cet homme ? Mais pour ça. Parce qu'il a fait plusieurs bouquins qui se sont vendus à des milliers et des milliers d'exemplaires. Ici, on avait le titre des bouquins. Ah oui. Demandez carrément. Ça ne nous aiderait pas. Ou le Si, titre ça de nous l'éditeur. aiderait. Je suis sûr que ça nous aiderait. Stevenson, peut-être pas vous. Dickens, je sais pas. Oui, des gens ouais, anglais. ouais. Ah oui, des grands physiciens, Dickens. Je m'en fous. Attends, je te donne les noms anglais. Il tente, là. Il fait une passe comme au rugby. Oui, ça s'appelle dire n'importe quoi. Non. Non, c'est juste quand c'est moi qui fais ça, c'est n'importe quoi, c'est vrai. Oui, les autres, ils cherchent. Mais pourquoi être virulente à l'endroit de Jacques Balutin ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous a Parce fait que moi, si j'avais dit Dickens pour un grand physicien anglais, j'imagine les l'essentiel, sarcasmes. c'est de donner des noms. J'ai dit métaphysicien. D'abord. Oui. Ah, j'en Débat. oublie un bout. Et c'est pas pareil, un méta. Ben non, il est méta. Non. Mais c'est pas bon pour les auditeurs, là, ça fait règlement de Je compte sais dans pas. la coulisse, c'est pas bon. Méta. Méta. Je dis des noms anglais. Oui, je dis des noms anglais, je sais pas moi. Johnson. Stevenson. Watson. Son prénom commençait par un A. Adolphe. Ah, presque Adolphe. Adhémar. Presque Adolphe. Aïe, on va sonner, tiens. Vous allez ouvrir ? C'est vachement anglais, Adolphe. Adélaïde. Et son nom par un H. Oui. Adélache, ce serait... Huxley. Aldous Huxley. Aldous Huxley. Mais... Très bien. Formidable, bonne réponse de Jacques Balutin, une fois de plus. Alors là, Illuminé par le Saint-Esprit alors qu'on n'est pas à la Pentecôte. Alors là, fantastique. Mais vous venez vous excuser maintenant, parce que là, vous êtes ridicule. Le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes. Eh oui. Bon, c'est un bouquin important. Bien sûr. Oui. Absolument. Question de Monsieur Goblet de Leuze en Hainaut. En 356 avant Jésus-Christ, que fit Érostrate qui voulait se rendre immortel par un exploit mémorable? Comment il s'appelait? Érostrate, c'est lui qui a fait Autostrate après. Érostrate. Avec un H, forcément. Non, avec un 350 avant Jésus. Ouais. 356. 6. Il s'est jeté Non, quelque non, part. non. Bon, et effectivement, d'ailleurs, on a retenu son nom parce À cause que... de ça, il a fait un massacre. Non, Non. non, mais enfin, il aurait pu se dispenser de faire ce qu'il a fait. Il a mis Héros. le feu. Assez sanglant quand même. Non, Non. mais ça aurait pu... Mal tourné. ça a provoqué des dégâts. Hein. Érostrate, qu'est-ce qu'il a pu faire? Ah bon, il est quand Érostrate même mort d'homme à la suite de ça. Non, mais il y aurait pu. Ah, il y aurait pu. Il y aurait pu. Il a pas mis le feu, il a pas inondé une. Il a mis le feu. Ah bah, je viens de vous le dire tout à Exactement. l'heure. Je vous dis, il a mis le feu. Alors, il a mis le feu, mais à quoi? Ah, à une ville. Non, Non, à son palais. non.
Bah lui a ses vêtements. À la maison de sa mère. Non. Dans un cirque. Et quand il a eu mis le feu et que cela a été complètement consumé, il n'y en a plus que 6 au lieu de 7. Les merveilles du monde. Oui. À une des merveilles du monde. Alors là, je vous dis laquelle parce que c'est vraiment compliqué. Il a mis le feu. C'était le temple d'Artémis. Ah, il a fait brûler le temple d'Artémis. Il a fait Mais brûler. il a peut-être laissé tomber son briquet. Hein. Pas du tout, pas du tout. Il l'a fait volontairement. Il l'a fait volontairement pour pouvoir le soir apparaître à la télévision. Oui. C'était une bonne réponse de Jacques Balutin. Il y avait eu la télé à l'époque. Cloarec d'Orléans, quel grand poète français qui, à la fin du siècle dernier, s'est présenté à l'Académie française, n'obtint aucune voix? Verlaine. Verlaine. Eh oui, bonne réponse d'Harry Bootbull. Non mais allez. Eh oui. Il n'avait franchement aucune chance. Bravo, Daryl. Il y aurait pu y avoir quelques rigolos. Une voix. Bon, mais même pas une voix. Hein. Question de Madame Harvet de Troyes. Qu'est-ce que le TIAC? TI2LAC. Vous m'avez même pas demandé comment je savais que ça. Alors que je ne savais pas, j'ai dit au hasard. Je voulais pas que vous donniez cette précision qui diminue vos mérites. Alors le TIAC, c'est sur un bateau. Oui. C'est sur un bateau. C'est une partie du bateau. Oui, mais laquelle? C'est la partie arrière du bateau. C'est à l'avant. C'est à l'avant, c'est l'avant, je sais plus. Non, c'est l'arrière du bateau, je crois que c'est la... C'est le plancher. Non. La quille. C'est le château arrière du bateau, c'est le plancher du bateau, c'est le pont. Peut-être que sur vos bateaux assez modestes, vous nous l'avez dit, il n'y avait pas de tillac. C'est un mât. Non, pas du tout. Une vergue. Non. C'est pas le petit canot de sauvetage? Oui, c'est bien ça. Non. Saute tout le monde dans le tillac. Les femmes et les enfants d'abord. C'est sur l'arrière du bateau. Pas toujours. Enfin, ça peut être au milieu, ça peut être. Ça bouge le tillac? Non. Enfin, ça bouge en même temps que le bateau. Oui, non, mais je veux dire, une partie du bateau. C'est un élément de décoration du bateau? Ah non, ça a une utilité. C'est utile. Mais c'est vrai que ça donne au bateau sa silhouette, son charme, son importance aussi. La voile. Non, c'est la cabine? Sous le tillac, c'est le pont donc du navire. Alors, c'est le pont principal. Supérieur. Supérieur. Oui, c'est le pont principal, oui, enfin bon. Ça dépend. Oui, c'est le pont sous le tillac. Supérieur, attends, c'est des gros navires. C'est le pont supérieur. Ah oui, c'est pour ça que je dis que sur le... C'est le pont où on est à l'air libre. Voilà, peut-être que sur votre bateau... C'est le pont où on est à l'air libre. Voilà, mais c'est le pont supérieur, mais quand il y en a qu'un... un gros paquebot. Oui. Non. Le tillac, c'était employé sur les bateaux de guerre de la marine en bois d'autrefois. C'est surtout ça. On employait cette expression-là. Puisque ensuite, les ponts... Non, attendez. Ensuite, les ponts en dessous, qui sont généralement des ponts de batterie, sont extrêmement bas. On peut à peine se tenir debout dans les ponts de batterie. Donc, et là, tout est en rouge. Tout est peint en rouge sur les ponts de batterie. Pourquoi? À cause des blessures. Comme les blessures vont être horribles pendant les bagarres, les boulets qui vont franchir la coque, vont bombarder d'écharpes de bois, d'éclats de bois épouvantables, les hommes qui sont à l'intérieur, qui vont être littéralement déchirés. Ils ont intérêt à avoir des pincettes donc ils saignent comme des bœufs, et forcément, pour qu'on voit moins le sang, tout est en rouge. C'est-à-dire le type qui dit j'ai pris un boulet en pleine poire, et puis il m'a éclaté la poitrine, il dit non, c'est rien. Non, mais le boulet est mort. Non, c'est les résultats du boulet qui sont effrayants. Les bateaux étaient peints en rouge, là. À l'intérieur. Comme certaines voitures rapides sont peintes en rouge aujourd'hui pour qu'on ne voit pas le sang des piétons. Oui, on le voit sur certaines maquettes au musée de la Marine. Oui, absolument. Exact. Vous pouvez le voir, on allait voir le bateau de l'amiral Nelson. Les pompiers, c'est toujours des voitures rouges. Voilà, c'est intéressant. Mais... Elle ne dit rien d'indifférent, Non. Alors, il y avait autre chose, on voit très bien dans 93, d'ailleurs, de Victor Hugo, c'est le canon fou. C'est-à-dire que les canons étaient arrimés au bordé par des cordages, des poulies, etc. C'est extrêmement... pour leur laisser une certaine liberté pour qu'ils reculent, mais en même temps les retenir. Or, les bateaux roulaient beaucoup bord sur bord, c'est les bateaux de cette époque, et lorsqu'un canon rompait toutes les amarres, ça donnait une véritable masse de fonte qui allait se balader sur la totalité du pont et qui écrasait les hommes sur leur passage. C'était effroyable. Bon. Et il y a une scène très célèbre dans 93 où on raconte cet épisode. Le canon fou. Allez-y, ça va faire plaisir à Pierre Bellemare, il raconte une histoire, il est parti. Excusez-la, c'est nerveux. Vous avez l'impression qu'il va vous vendre le canon, le boulet, le bateau. Jacques Balutin, qui est un comédien remarquable, est fasciné par le jeu de comédie dans le verbe de Pierre Bellemare, et
et Dari. Ça a d'ailleurs été adapté par Stelio Renzi, si je ne me trompe, à la télévision. Et c'était une des grandes scènes de cette Dari, en tant que secrétaire général du fan club, dont Pierre est le président, ça la fout mal que vous riez comme ça. Ça lui rappelle quelque chose, des gros boulets. Elle a un peu le même défaut que Thierry Roland, ce spasme. Oui. J'ai pas du tout le même rire, j'ai pas un rire idiot. Non, non, débile, franchement débile. Non. Ça lui fera plaisir, on va lui transmettre. Mais si vous faites des petits, gardez-nous-en parce que on va pouvoir les montrer à la foire. Non mais écoutez, vous posez la question de savoir pourquoi l'intérieur des bateaux était rouge. Mais les questions d'actualité, c'est de savoir pourquoi les voitures de pompiers sont rouges. Ça, c'est intéressant comme question. Pourquoi le sigle de RTL est rouge aussi? Non, mais les voitures de pompiers, pourquoi c'est rouge? Parce que ça pourrait être jaune vif. Vous me permettrez de poser la question un autre jour, de la préparer, de connaître la réponse avant de poser la question. Non, mais on se pose pas les bonnes questions. On ne sait pas, il y a peut-être quelqu'un qui va gagner 1000 balles avec les voitures de pompiers. À propos de pompiers, c'est cette femme qui se trouve au 3e étage dans un incendie qui se passe au Pays Basque, et puis les pompiers n'ont pas la toile. Ils lui disent de sauter. Bon, alors on va chercher Ramuncho, champion de pelote basque avec le Gistera, et on lui dit tu fais bien attention, tu la rattrapes bien quand elle va sauter. Sauter, n'ayez pas peur, c'est Ramuncho. Alors elle saute et plaf, elle s'écrase par terre. Elle lui dit et alors Ramuncho, tu pouvais pas la rattraper? Il dit comme je l'attendais au rebond. Quelle horreur. Troisième inédit. Mais j'en profite, Philippe, avec votre autorisation, pour sortir mon premier livre. Il y en aura 4. Je vais attendre la semaine prochaine. Madame Gentil, qui donna le surnom de Loti à l'écrivain Julien Viau? C'était son vrai nom. Oui. Pierre Loti. Pierre Loti, oui. Une dame. Parce qu'il était bien loti. Non, pour les dames, il était mal loti. Ça. Une dame. Celle-là en est tombée éperdument amoureuse et elle l'a forcé à faire quelques incursions dans son lit. Ça n'a pas été très loin d'ailleurs. Une comédienne? Non. Une femme de lettres? Une courtisane? Non. Une femme de la haute bourgeoisie. Une femme plus que ça. Une noble, une princesse, une reine. Une reine. Reine d'Angleterre. La reine de Saba. La reine d'Islande. Non. Une reine d'ailleurs à laquelle la France doit beaucoup. Une reine ou une impératrice? Non, une reine. Une reine. Non. Une reine à laquelle la France doit beaucoup. Mais non, parce que je pensais à quelqu'un. Elle a eu un geste d'une générosité qu'on peut encore souligner aujourd'hui. C'est pas Catherine II, non. Non. Et ça, c'est une impératrice, justement, je pensais. Reine. Oui, reine. Alors, vous savez que Julien Viau, avant d'être écrivain, il était officier de marine. Officier de marine, absolument. Oui. Bon, plus porté sur le gaillard d'arrière que sur celui de l'avant. Et au cours d'un de ses voyages, il a rencontré cette personne. Sur un bateau. Non. Une femme du Nord. Non. La non, reine pas d'Espagne. Non, il est descendu pour faire escale. Dans le Midi. Et en plus, elle chante. Ah, c'est du côté de la reine de Grèce. Non, tout à fait. La reine du Zimbabwe. Ah oui, c'est ça. À Tahiti. La reine Ragagaino, je ne sais plus comment elle s'appelle. De Bora Bora. Non, la reine de. On ne souffle pas. La reine de Tahiti. Oui, mais elle portait un nom. Oui, Papette. Non. Papette, parce que. Non, la reine Paramana, mais un nom comme ça. Non. Et d'ailleurs, si je dis que la France a une dette de reconnaissance envers elle, c'est qu'elle a offert son pays à la France. Oui. Alors, elle s'appelle la. Comment elle s'appelle ce beau? La reine Bomababa. Ça commence par un P. Ah oui, Pomaré, oui. La reine Pomaré. Bonne réponse de Pierre Belmont. On n'était pas loin avec Papette. Il lui avait proposé de l'épouser et de régner avec lui. Ah oui. Il faut dire qu'à l'époque, c'était extrêmement simple, puisque c'était une sorte de coutume et de rite. Mais c'est toujours d'accueillir l'étranger d'une manière sympathique. Oui, enfin aujourd'hui quand même ça. Ah non, ça n'a pas bougé. Ah non.
Enfin, moi, quand je suis allé à Tahiti, j'ai demandé à une jeune femme combien elle avait d'enfants. Elle m'a dit, attends, 1, 2, non, celui-là, j'ai donné à ma sœur. 3, non, celui-là, j'ai donné à mon beau-frère. 9, elle savait pas. Et elle était toute jeune, je veux dire, elle avait 25 ans, 26 ans. Elle avait une sœur, par exemple, qui pouvait pas avoir d'enfants, elle en avait donné un à elle. Ah oui, oui. Les enfants sont élevés par les gens, n'importe où, comme ça. Et elle vous a proposé d'en faire un de plus? Non, c'était papa surtout qui avait trouvé une bonne affaire. Et il pouvait rester là-bas. Et il n'a pas voulu, mais il avait trouvé un bon truc. Un truc, il appelle ça un truc, lui? Oui, un bon coup, quoi. Il a trouvé un bon coup. Moi, non. Pourquoi? Oh, bah non. Pardon, parce que j'avais ce qu'il fallait avec moi. Ah bon? J'avais emmené mes sandwichs, évidemment. Ils sont mais extraordinairement délicats, ces hommes. Quelle marque, le sandwich? Vous êtes le genre à aller à Munich avec votre bière? Avec ma bière. Eh oui. Moi, j'ai une histoire de PD. Oui, oui, si ça vous amuse, allez-y. Non, mais allez-y. Non, parce que vous nous avez fait comprendre que Pierre Loti, il était un petit peu efféminé. Oui, non, il était carrément homosexuel, mais c'est pas grave. Et alors voilà, c'est l'histoire de 2 perroquets. Ces 2 petits perroquets qui s'adorent, puis il y en a un qui meurt. Alors l'autre, il se laisse dépérir, il est effondré, il est très triste. Et alors son maître est inquiet, parce que quand même, voir Coco dépérir comme ça l'angoisse. Alors il va sur les quais, puis il fait tous les marchands, et il cherche. Il a besoin de trouver un petit perroquet, mais il faut qu'il soit pédé. Alors il demande, est-ce que vous avez un perroquet homosexuel? Et évidemment, il n'en trouve pas. Alors au bout du 10e magasin, il y a un type qui lui dit, écoutez, moi je peux peut-être vous dépanner, j'ai un hibou. Il est à voile et à vapeur et tout, ça peut s'arranger. Je dis, écoutez, moi, je vais le prendre ce hibou, on verra bien. Il rentre tout content. Coco, je t'ai trouvé un petit copain et tout. Allez, tu devrais être très content, je le mets dans ta cage. Hop, il met dans la cage le hibou, il lui met une couverture et le lendemain matin, il se dit, ah, mon petit Coco a dû passer une bonne nuit. Donc il va voir Coco, il enlève la couverture, il se dit, alors Coco, t'as passé une bonne nuit et tout, ça se passe bien? Coco a les yeux au milieu de la figure, il est épuisé. Il lui dit, bah, écoute, qu'est-ce que t'as, Coco? Écoute, toute la nuit, ton perroquet, il m'a fait ouh. Alors moi je lui ai dit, là. Oh, le charmant, elle est charmante. C'est vécu, ça. On comprend qu'une jeune fille la raconte. Non, charmant. J'en ai fait des plus nuls, hein. Oui, j'en ai une, Oui. si vous voulez. C'est l'histoire de cette femme psychiatre qui discute avec un jeune homme et lui dit, voilà, écoutez-moi bien, vous avez 3 oiseaux sur une branche, m'arrêtez si vous la connaissez, et on tire un coup de fusil sur le premier oiseau, combien reste-t-il d'oiseaux? Alors le jeune homme dit 2, elle lui dit non, car au premier coup de fusil qui a tué le premier oiseau, les autres ont pris peur et sont partis. Mais j'aime bien votre façon de penser. Et le jeune homme lui dit, à mon tour de vous poser une question, il y a 3 femmes qui sont en train de manger des glaces. La première la suce, la deuxième la lèche, la troisième la croque. À votre avis, madame la psychiatre, quelle est celle des 3 qui est mariée? Et elle lui dit, un peu rougissante, elle dit, écoutez, c'est celle qui la suce. Il dit, non, c'est celle qui a l'alliance. Mais j'aime bien votre façon de penser. Elle est très... Larry. Elle est géniale. Très belle. Au cours du fameux sketch de la divination, comment Francis Blanche appelait-il le grand maître avec qui il communiquait et qui répondait à ses questions? Pierre Dac, oui, alors donc c'était Et c'était le premier avec la drire dans le sketch quand il le nommait. Le mage. Non, c'était pas le mage, il lui donnait un titre, un Votre doux. Seigneurie. Ensuite, il y avait le prénom du mage qui était très long et très exotique, et le patronyme qui était très court et bien de chez nous. Oui. Maharaja? Non, ça finissait par Dupont ou Durand. Alors, c'était pas Dupont, c'était pas Durand. Duval, c'est ça. Alors, le Sahar, c'était le titre. Oui. Saharaman. Ratma. Le Sahara. Bin. Oui. Duval. Non, il y avait encore 2 syllabes. 2 syllabes. Le Saharabin. Sarabine, oui.
Ça m'étonne. Sarabine. Je sais plus. Ah ben si, il peut le faire. Il peut le faire. Il peut le dire. Le tatouage de monsieur nous raconte la prise de la Smala d'Abdelkader par les troupes du duc d'Oman en 1873, je crois. C'était un grand sketch. Hein. Formidable. Avec un phénomène de fou rire communicatif. Hein. Ils étaient pétés, ils avaient bouffé avant, ils étaient pétés tous les deux, ils étaient cassés. Ah oui. Ils avaient arrosé ils avaient déjeuné avant. Mais Pierre a connu des techniciens qui étaient... Matma, Saharabine Matma, Duval. Bon, enfin, vous avez dit l'essentiel qui était Duval. C'était le Sarabindrana Duval. C'est formidable. Le Sarabindrana. Écoutez, Roger Pierre m'avait raconté une histoire. Et Francis Blanche, que Pierre, vous avez bien connu, était prêt à faire des couillonnades, mais jusqu'au bout. Un jour, il y avait Roger Pierre qui était invité sur la Côte d'Azur chez Francis Blanche. Et au moment où tout le monde est passé à table, il y a eu une entrée. Et les gens invités par Francis Blanche n'ont osé rien dire. On a porté des demi-pêches coupées avec quelques petites crevettes à l'intérieur, et seul Roger Pierre a osé dire: mais c'est pas bon ce mélange de poisson avec le fric. Comment, dit Francis Blanche, vous n'avez jamais entendu parler de la pêche à la crevette? Simplement pour faire une couillonnade comme ça, et ensuite bien sûr du foie gras est arrivé. Mais je trouve extraordinaire que et dans ses pièces de théâtre, il est arrivé habillé en Napoléon, et il avait des sabots avec de la paille. Je crois que c'était pour les kangourous meurent debout, ou les escargots n'ont pas d'arête, enfin bon. Et il disait: cherchez l'erreur. Il y avait Jacques Joanneau qui jouait avec lui. Cherchez l'erreur. En fait, c'est parce qu'il avait la main dans le dos. Mais c'était pas les sabots avec la paille. C'était épatant. Ces hommes ont dû beaucoup rire, enfin. Mais Francis et moi, lui surtout, on avait fait un truc fou. Un jour, je jouais à Bruxelles, moi, et je logeais à l'Amigo, et je sors de ma chambre, et j'entends une porte claquer, donc je me dirige vers l'ascenseur, et c'était Francis, on s'était pas vu depuis très longtemps. Et il il était content de se voir, et il me dit: qu'est-ce que tu... Moi, je joue au théâtre de la Galerie, et il me dit: et Jules et toi? Et il me dit: moi, je passe à l'ancienne Belgique. Il me dit: j'y vais pour repérer le piano, etc. Viens, on prendra l'apéritif là-bas. Bon, alors on y va. Et on arrive, il y avait un grand bar à l'ancienne Belgique, et le barman: ah, monsieur Blanche, quelle joie de vous revoir. Alors on est content. Et il fait: qu'est-ce que tu bois, toi? Je dis: comme toi, 2 martinis. Bon, alors l'autre amène 2 martinis, et il fait au garçon: et le lait? Je lui demande: pardon, monsieur Blanche, en France, quand on sert un martini, on amène un petit pot de lait. C'est qu'en Belgique, ils te foutent un pot de lait avec tout. Excusez-moi, je ne savais pas. Il arrive, il nous ramène 2 petits pots de lait belges, tu sais, et Francis met le sien dans son martini. Il me regarde, alors je mets le mien dans le mien. On trinque, on s'envoie ça, c'est à gerber, c'est mauvais. Et puis, alors on continue, on bavarde, etc. Et au bout d'un moment, je fais: remettez-nous ça. Le mec me dit, il nous ramène 2 martinis avec 2 pots de lait, on se les recoince. Non, on paye, et ça le fait rire aux larmes. Bon. Et je sais pas, mais 6 mois, 1 an après, on se rencontre tous les deux à Saint-Germain. Il me dit: qu'est-ce que tu fais? Je dis rien. Il me dit: viens, je vais chercher Poiré et Serrault qui joue aux Fontaines, on va manger ensemble, viens. Alors j'y vais. On arrive, on attend la fin du spectacle, on monte dans les loges de Jean et de Serrault. Et puis ils s'embrassent, on bavarde, c'était pas vu depuis longtemps. Et d'un coup, il y a Jean qui fait: dit non, vous savez que les Belges deviennent complètement tarés. On va à l'ancienne Belgique l'autre jour avec Serrault. On demande 2 martinis. Est-ce que tu sais ce qu'ils nous amènent avec ça? Alors là, Francis, pour lui, c'était, mais tu vois, fabuleux. Le mec, les martinis, toute sa vie, c'est un martini avec un pot de lait. Des trucs comme ça, il fait des trucs de fou, Francis, qui restait. Pas plus tard qu'hier, quelqu'un qui a la taille de Dari Boudboul et qui s'est planté devant moi, et ça me disait quelque chose, ce visage, et au bout d'un moment, il m'a dit: je suis le fils de Francis Blanche. Et c'est vrai que c'est son portrait, et c'est un garçon qui a aujourd'hui une 30aine d'années, et qui a fait sa médecine, et puis qui a tout lâché au bout de 3 ans pour essayer de devenir comédien et auteur comme son papa. Mais c'est un sosie de Francis Blanche.
Ah, c'est fabuleux. Et en plus, bon, il était capable de perdre énormément de temps pour faire un canular, pour beauté pour la beauté du geste. Oui, uniquement. Ça lui rapportait rien. C'était pas son métier à ce moment-là. Le réservoir de la voiture, là. Mais en ne disant rien. Et l'animateur, pour ne pas le citer, Robert Villard, a ri toujours sur ses publicités et n'a jamais pu raconter de quoi il s'agissait. Dernière citation que nous envoie Madame Leblond de Château-Thierry, qui a dit « L'homme est le plus violent de tous les êtres de la création. Il bat le beurre, il fouette la crème, il viole le règlement, il frappe le champagne, il fusille du regard, il empoisonne l'existence, il massacre une chanson, il enterre sa vie et tout le monde cherche à tuer le temps. » C'est très bon. Est-ce que ça ne serait pas lui, justement, Francis Blanche, non? Non. Il est mort, ce pauvre garçon qui a écrit Il est ça. mort au début du siècle. C'est un poète? Oh, c'est très... Tristan Bernard? Non, non. Attendez. Si Tristan Bernard était mort au début du siècle, il aurait eu moins d'ennuis pendant l'occupation. Exactement, oui. Et je vous prie de m'excuser pour cela. Mais je vous en prie, Monsieur Morin. Je ne sais pas, moi. Allez, C'est Alphonse Allais. Bonne réponse de Jacques Balutin. Bravo, merci. À la prochaine.